Bonsoir à tous. Bonsoir Susanna, bienvenue. Bonsoir. On va reprendre avec notre dernier événement de la journée. Il s'agit d'un atelier intitulé Le tutorat, un indispensable d'un enseignement hybride. Et on accueille la directrice pédagogique de l'Alliance française de São Paulo, Madame Susana Tomé Toniato. Et, voilà, ce prolongement de la thématique et dans le prolongement de la table ronde que l'on a eue précédemment et sur la nécessité justement de remettre l'humain au centre de l'enseignement apprentissage malgré la multiplication des outils en ligne, des modalités synchrones, asynchrones. Et Susanna, je vous passe tout de suite la parole pour cet atelier. Merci Joséphine. Exactement, l'humain avant tout. C'est ce que l'on va voir à travers donc cet atelier. Bonjour à toutes et à tous. Tout d'abord, permettez-moi de nous souhaiter une bonne fête des professeurs de français aujourd'hui, n'est-ce pas? Ça arrive une fois dans l'année et donc c'est aussi la raison pour laquelle nous sommes réunis aujourd'hui. Donc, je suis effectivement actuellement la directrice pédagogique de l'Alliance française de São Paulo depuis 2019. Et donc, simplement, rapidement, pour vous indiquer aussi pourquoi cette thématique, pourquoi j'ai choisi aussi cette thématique pour cet atelier. À travers mon parcours, en fait, j'ai eu notamment l'occasion de gérer un centre de langue en auto-formation, un centre d'apprentissage en auto-formation, où eh bien, il était question d'apprentissage en autonomie tutorée. Mais là, il s'agissait de présentiel. Et ensuite, dans mon parcours aussi en tant qu'enseignante, dans diverses institutions, j'ai aussi été amenée moi-même à faire du tutorat, à concevoir des activités d'accompagnement, des activités pédagogiques, d'auto-formation, etc., etc. Donc, d'où la thématique, puisque alors pendant depuis le début de la pandémie, je pense que comme un peu tout le monde, il a fallu aussi se renouveler. Et c'est ce que nous avons pu faire à l'Alliance française de São Paulo grâce à l'équipe pédagogique de l'Alliance. Et je salue notamment Fiona qui est ici ce soir et qui a fortement contribué au développement de nos cours hybrides au sein de l'institution. C'était notre chargée de mission numérique, voire notre responsable numérique en réalité. Et donc ce soir, une thématique importante, le tutorat. Alors, avant de passer au vif du sujet, on entend beaucoup de choses liées à l'enseignement en ligne, liées à l'enseignement hybride, beaucoup de termes et d'expressions différentes qui souvent relèvent de définitions différentes et de contenus différents. Et aujourd'hui, puisqu'il s'agit d'un atelier, on va beaucoup interagir. D'ailleurs, j'en profite pour vous indiquer si vous voulez me couper, poser des questions, faire des interventions, n'hésitez pas à tout moment de le faire. Et donc, tout d'abord, je vais vous envoyer un petit lien vers un Mentimeter, donc un nuage de mots, où j'aimerais que vous me proposiez 3 expressions, 3 mots qui pour vous se réfèrent à l'enseignement hybride. Lorsque vous entendez parler d'enseignement hybride, à quoi ça vous fait penser? Donc sur votre écran, vous allez avoir cette page-ci. Donc, vous entrez les 3 termes ou les 3 expressions que vous souhaitez. Moi, je les reçois et ensuite, je partage le nuage de mots qui se sera créé.
Alors, je commence à voir apparaître les contributions. Présentiel, mixte, hybride, présentiel, distanciel numérique, apprendre dehors la classe, réflexion, progression, accompagnement, hybride au pluriel. Un petit message. Bonsoir Hélène. Ressources en ligne, oui. Alors ça, ce qui est intéressant, c'est que dans un nuage de mots, normalement, quand on a des termes qui se répètent, ils apparaissent ils apparaissent plus gros. Et là, on n'a pas de termes qui se répètent. Donc, c'est très intéressant, ce qui reflète bien ce qui se passe sur le terrain. C'est-à-dire que l'enseignement hybride a une multitude de visages. Ressources en ligne, tutorat, autonomie. D'accord, alors je vois que ça ne bouge plus. Je pense que les contributions sont terminées. Autonomie, ah, ça a apparu en plus grand. L'autonomie, c'est effectivement un point que nous allons aborder au cours de cet atelier, un point fondamental à développer chez l'apprenant. Donc, apprendre hors la classe, effectivement, donc, les cours hybrides peuvent être faits de façon asynchrone, numérique, donc forcément, oui, le numérique entre en compte dans les cours hybrides. Tutorat, accompagnement, effectivement, c'est l'objet justement de cet atelier. Apprentissage, interaction, c'est un point très important entre les apprenants de la classe. Alors là, je vois présentiel et j'ai vu... est-ce qu'on a... Bon, numérique, en gros, donc distanciel, OK. Donc, c'est ça, mais c'est encore bien d'autres choses, l'enseignement hybride. Je vous remercie de vos contributions. Hop, j'essaie de retrouver ma présentation ici, et voilà. Alors, je vais vous montrer deux définitions. Il y en a d'autres, mais deux définitions que j'ai pu trouver et qui définissent l'enseignement hybride à peu près de la même façon. Donc, selon la POP, qui est une association, une entreprise en fait, qui travaille sur la pédagogie, l'intégration de la pédagogie et des technologies, elle définit l'enseignement hybride comme une combinaison ouverte d'activités d'apprentissage offertes en présence, en temps réel et à distance, en mode synchrone ou asynchrone. Donc là, on parle vraiment de combinaison entre des activités en présentiel avec l'enseignant et le groupe et des activités en distanciel, que ce soit en asynchrone ou en synchrone, voire même les deux. Donc là, on voit bien selon le schéma, hein, il présente ici les cours 100% présentiels, ici les cours 100% distanciels et ici l'hybride. Une autre définition que j'ai trouvée, donc, cette fois-ci chez les Canadiens, donc, qui a été définie par l'Université Laval, c'est à peu près la même. Ils ajoutent la proportion de cours en ligne, de cours à distance. Donc, ils définissent cela comme un système de formation qui comprend en proportion variable des activités de formation offertes en présence physique des étudiants et de l'enseignant. Donc, on retrouve le présentiel avec le groupe et l'enseignant, ainsi que des activités de formation à distance, synchrone ou asynchrone. Et là, donc, ils ajoutent que pour eux, l'hybride, c'est un minimum de 20% d'activité à distance et un maximum de 80% d'activité à distance pour que ce soit considéré comme un cours hybride. Alors, après avoir vu ces deux définitions, j'aimerais maintenant avoir votre opinion ou vos commentaires par rapport à cela, par rapport à votre expérience aussi de l'hybride. Est-ce que vous êtes d'accord? Est-ce que vous aimeriez compléter ces définitions?
J'espère que ce n'est pas la fatigue. À Claudia. Claudia Ozon. Et moi, j'ai les cours hybrides à l'université. On est obligé à faire au moins 20%. Pour moi, les 20%, c'est inutile. J'ose aller vers 50-60%. C'est pas ce qu'il fallait, mais c'est ce qu'on peut faire. Et je trouve que c'est l'idéal, entre 50 et 70%. Parce que sinon, la partie orale, elle est nulle. Donc, à mon avis, 20%, ça sert par exemple à une langue étrangère. Mais dans d'autres domaines, oui, mais pas en français langue étrangère. Pardon, ça coupait un petit peu. Je ne suis pas sûre d'avoir compris tout le message. Vous dites qu'en fait, pour l'enseignement du français langue étrangère hybride, il faut 50% au minimum de cours en présentiel, c'est ça? Oui, parce que sinon, la production orale, elle est nulle. Les autres participants, est-ce que vous souhaitez… J'explique, j'ai des groupes de 25 étudiants. Comment? J'ai des groupes de 25 étudiants avec 1h40 2 fois par semaine. Donc, si je ne mets pas 50% du temps avec les 25. Oui, là, il s'agit vraiment d'un cas spécifique, en plus avec un groupe nombreux. Là, il faudrait même répartir en fait le groupe en sous-groupes, en plusieurs sous-groupes. Si par exemple on fait vraiment une modalité avec 60-80% de cours à distance, et ça demande un travail de la part du tuteur d'accompagnement beaucoup plus, c'est individualisé, donc beaucoup plus approfondi, avec beaucoup plus d'heures. Donc, effectivement, Mais là, on est libre de choisir le type de plateforme, donc on s'adapte. Oui, Susanna, si je peux me permettre un commentaire, moi j'aurais plutôt le discours un peu contraire à Claudia et je me demande dans quelle mesure on peut vraiment créer une progression, intégrer vraiment, considérer comme hybride avec seulement 20% de cours à distance. Je pense que c'est peu, c'est peu pour considérer en hybride, selon moi. d'accord. D'autres commentaires? Non? Donc, effectivement, on est plus ou moins d'accord avec cette définition. Et d'ailleurs, même avec les modalités qui sont proposées ici, c'est-à-dire vraiment du présentiel physique et du distanciel, synchrone ou asynchrone, puisque nous, dans les cours que l'on a conçus, tout est fait à distance. En fait, c'est 100% distanciel, mais avec du distanciel présentiel, donc des cours sur Zoom avec le professeur. C'est considéré comme du présentiel, mais distanciel. Et une partie des cours à travailler en auto-formation guidée, en auto-formation accompagnée, tutorée. Alors justement, l'hybride, comme on le disait auparavant, ça regroupe vraiment un certain nombre de réalités qui sont différentes. Vous avez dû entendre parler des MOOC, des SPOC, vous avez dû entendre parler de cours en comodalité, etc., etc. Donc, il y a beaucoup de choses qui sont apparues ces dernières années, pas seulement avec la pandémie. Et j'ai créé ici une petite activité interactive pour voir ensemble dans quelle catégorie vous allez regrouper telle ou telle réalité. Je vais vous montrer ça tout de suite. Je vais vous partager le lien et vous expliquer. J'ai regroupé les principales modalités qui existent. Hein. Je n'ai pas fait un listing de tout ce qui existe. Je pense que d'ailleurs, c'est impossible. Hop. Je vous ai envoyé un lien donc, sur le chat. On est combien? On est 18. Vous voulez qu'on fasse des sous-groupes ou vous le faites individuellement?
Allez, on va le faire en sous-groupe parce que vous avez été que en webinaire et en table ronde, n'est-ce pas, sous-groupe? D'accord, ça marche, Fiona. On va faire des petits sous-groupes. Alors, je vous montre juste l'activité, en quoi elle consiste. Là, je ne sais pas. Je préfère arrêter le partage et le repartager au cas où si vous ne voyez pas l'activité. Voilà. Donc, la consigne est la suivante. Il s'agit de classer les différents types de cours en fonction de la modalité d'enseignement proposée. D'accord? Donc, par exemple, ici, vous avez lorsqu'on a une partie des cours en synchrone, donc par exemple sur Zoom, ça peut être avec un autre outil, avec l'enseignant et la classe, et une partie des cours en asynchrone sur Moodle, par exemple, avec des activités autocorrectives. Est-ce que vous allez le placer dans les cours en présentiel ou dans les cours hybrides ou dans les cours à distance? Ici. D'accord? Donc, par exemple, hop, ici, je mets ça là, ici, je mets ça dans ce tableau-là. Vous allez réfléchir ensemble, lire attentivement les différentes réalités et à la fin, vous pouvez vérifier ici, hop, en voyant si c'est correct ou pas correct. D'accord? Ça va, c'est clair? Oui, je vois pas de main levée, donc a priori, c'est clair? Bon, alors je vais diviser en sous-groupe 18. Allez, trois groupes de 6. Si besoin, je vais circuler dans les groupes, mais si besoin, vous pouvez appeler. Et on se retrouve d'ici 5 petites minutes. D'accord? Je vais mettre 5 minutes pour l'activité. Ici. Ah, je crois que je ne peux pas diviser en sous-groupe, Joséphine, parce que je n'ai pas la main. Je ne suis pas animatrice. Alors, attendez, je vais voir si je peux vous mettre co-hôte. Alors, je prends une petite seconde. Ok, voyez si vous pouvez. Oui, c'est bon, parfait. Ok, parfait. Donc, 3 groupes aléatoires. Hop. Option, je vais mettre 45 minutes. Non, dans 5 minutes. Voilà. Et donc, vous reviendrez automatiquement ici. Ça va, la consigne est comprise. Vous avez bien tous le lien. Ouvrez-le dès maintenant parce que sinon, peut-être que vous ne le verrez pas quand vous serez en sous-groupe. À tout de suite. Ça a été vite, hein. Ça a été trop rapide. Mais c'était pour débuter la réflexion et pour éviter aussi de trop s'étendre. Je pense que vous n'avez pas réussi à aller jusqu'au bout, mais on va revoir le tout ensemble. Alors, dans les cours en présentiel, j'imagine que vous avez trouvé les deux éléments. Donc, des cours avec seulement l'enseignant en classe physique. Avec seulement l'enseignant en classe physique. Il manque une partie. Je suis désolée. En fait, c'était l'enseignant et un apprenant. C'était un cours particulier. Donc là, il y a une petite erreur. Ce n'était pas un piège du tout. Donc là, c'est un cours en présentiel, évidemment. Un cours avec l'enseignant et le groupe en salle de classe physique, c'est du présentiel, du 100% présentiel. Et ensuite, il y a une répartition entre les cours qui sont hybrides, les cours qui sont à distance, où là, il y a une multitude de choses en réalité. Alors, commençons par exemple par les cours semi-présentiels, vous avez peut-être entendu comme étant des cours semi-présentiels, c'est-à-dire on a une partie des cours en présentiel et une partie des cours en synchrone, mais de façon alternée. Donc ça, c'est considéré, selon la définition qui a été présentée tout à l'heure, comme de l'hybride, on est d'accord, comme les deux définitions qui étaient présentées tout à l'heure. Une partie physique en présentiel, une partie en ligne. Là, c'est en synchrone sur Zoom. Des cours où l'enseignant est en présentiel, donc dans la salle de classe, et la classe est répartie entre des apprenants en ligne et des apprenants en présentiel, et le tout en synchrone. C'est ce que
peut-être vous avez entendu parler, qui est appelée de la comodalité. Ça se fait beaucoup, d'ailleurs, ça s'est fait beaucoup et ça se fait beaucoup encore ici au Brésil, mais pas seulement. La comodalité, elle s'est beaucoup développée là, pendant ces 2 dernières années. Et donc, c'est considéré aussi comme un apprentissage hybride. Là, on a vraiment 3 réalités différentes. On a un enseignant en présentiel, des apprenants en présentiel et des apprenants en ligne, tout cela en même temps et en synchrone. Et il y a aussi des institutions qui ont combiné cela, qui ont ajouté à cela des activités aussi en asynchrone à faire sur une plateforme en autonomie. Donc là, c'est l'hybride, plus hybride, quoi. Alors, un cours où une partie des cours est en synchrone sur Zoom avec l'enseignant et une partie de la classe est en asynchrone, travaille en asynchrone sur Moodle avec des activités autocorrectives. Donc là, on est aussi sur de l'hybride tel que défini par l'Université Laval et puis l'association qu'on a vue tout à l'heure. Et puis, de façon générale, en fait, l'hybride tel qu'il est défini. Donc, c'est-à-dire, là, on a une partie qui est faite en présentiel physique en présentiel distanciel, pardon, sur Zoom avec l'enseignant et le groupe, et une partie des activités qui sont autocorrectives et qui se font sur Moodle. On a alors un module, un cours, ou des cours avec des cours où l'enseignant est en présentiel dans la classe. Ah non, pardon, ça on l'a déjà vu. La classe inversée, peut-être que vous le pratiquiez déjà, peut-être que vous en avez entendu parler. La classe inversée, donc c'est une partie des cours qui se fait en asynchrone sur Moodle, sur Moodle ou sur une autre plateforme. J'ai pris Moodle comme exemple parce que c'est la plateforme que l'on utilise, avec des activités autocorrectives, donc des activités qui se font en général en amont de ce qui va se faire après dans la salle de classe en présentiel. Donc la classe inversée, c'est aussi considéré comme de l'hybride. Et les cours en semi-présentiel, on l'a déjà vu. Donc là, on voit que l'hybride, finalement, ça relève de beaucoup plus de réalité que ce que l'on a vu tout à l'heure dans les définitions. Et les cours à distance, il y a aussi différentes situations. On a par exemple tout ce qui est cours en asynchrone sans tutorat, par exemple. Vous avez certainement vu apparaître ce genre de cours de langue, Duolingo, Gimglish, fantastique peut-être, qui propose de l'anglais, du français, mais aussi maintenant de l'espagnol, etc. Alticia, c'est une entreprise aussi qui propose une plateforme d'apprentissage, Babel, etc., où là, vraiment, on propose un produit qui est déjà tout prêt avec des activités diverses et variées, qui travaillent en général toutes les compétences, mais pas forcément. Ce n'est pas le cas, par exemple, de Gimglish. Gimglish va travailler principalement sur la grammaire, la compréhension orale, la compréhension écrite, par exemple. Et là, donc, c'est sans tutorat. Donc, c'est des cours totalement à distance, à travailler en autonomie seul. Mais ça peut être proposé avec du tutorat. Et à ce moment-là, ça devient un cours hybride. Les MOOC, peut-être que vous en avez entendu parler, même certainement, ça existe maintenant depuis un certain nombre d'années. Peut-être que vous en avez aussi fait l'expérience vous-même. Donc, c'est un apprentissage qui se fait en ligne de façon interactive. En général, c'est gratuit, les MOOC, et c'est proposé donc par des établissements d'enseignement, des universités, par exemple, etc. On a aussi, par exemple, le Cavillam de Vichy qui propose un MOOC pour former les enseignants. Et là, alors, c'est difficile à catégoriser puisque c'est quelque chose qui se fait 100% à distance, mais en général, il y a quand même du tutorat qui est proposé en asynchrone dans les MOOC. Donc, finalement, on a une partie qui est faite, qui est accompagnée par un tuteur, 100% en ligne, mais en asynchrone. Donc, c'est difficile de le situer, mais il est plutôt considéré quand même comme un cours à distance.
Alors, les cours 100% synchrones sur Zoom, tels que ça s'est fait là pendant la pandémie, ce sont des cours à distance, d'accord? Que ce soit des cours particuliers ou des cours en groupe. Et enfin, les SPOC, qui ressemblent plus ou moins au MOOC, où là, donc, on a des simulations, des discussions. Et là, en général, on a vraiment un tutorat qui est proposé. Il y a un formateur qui est présent sur la plateforme et qui discute de façon plus fréquente même que dans un MOOC, puisque c'est un groupe fermé. Les MOOC, c'est vraiment ouvert à un très, très large public. Le SPOC, non, c'est un groupe plutôt privé. Donc là, on a un tutorat un peu plus accentué, un accompagnement un peu plus privé. On a aussi généralement même des rendez-vous, des entretiens ou des réunions avec le tuteur, avec la personne qui accompagne. Donc, ça peut être considéré aussi comme un enseignement hybride finalement. Donc, tout ça, c'était vraiment pour un peu sensibiliser sur tout ce qui existe, tout ce que peut refléter l'enseignement hybride et l'importance de la terminologie parce que là, je parle en tant qu'institution aussi, c'est souvent difficile de proposer des nouveaux produits, aussi parce que c'est difficile de les faire comprendre au public. Il y a plein de termes différents en français, alors en portugais, après pour les traduire et pour les présenter, les vendre, il faut vraiment bien réfléchir à cette terminologie pour pouvoir expliquer en quoi va consister ce cours et ce qui va être aussi exigé de la part de l'apprenant. Est-ce que après cette activité-là, vous avez des commentaires à faire? Non? Donc vous êtes plus ou moins d'accord, j'imagine? Ok, tout va bien, d'accord, merci Patrick. Alors on continue? Hop. Alors l'enseignement hybride. Là, je vais vraiment parler plus particulièrement de l'enseignement hybride avec des cours avec un enseignant et des cours en asynchrone tels que les modules que l'on a conçus ici à l'Alliance française de Saint-Paul. Donc, on oublie la comodalité, on oublie... non, la classe inversée, on peut l'inclure. La comodalité, on l'oublie. Et on oublie le semi-présentiel, puisque le semi-présentiel, il y a toujours l'enseignant qui est présent avec la classe. D'accord? Là, on parle vraiment de cours avec une partie en asynchrone où les apprenants vont devoir travailler en autonomie, en auto-formation. Et là, alors, je vais vous demander de réfléchir encore une fois assez rapidement, mais je regarde le temps. Oui, on a un peu de temps quand même pour discuter. Aux avantages que vous pouvez imaginer sur l'enseignement hybride. Est-ce que vous voyez des avantages déjà à un enseignement hybride de ce type, c'est-à-dire avec des activités en auto-formation? Et si oui, lesquelles? Parce que c'est difficile de voir des avantages quand on est enseignant. En général, on se dit, il n'y a que moi qui peux vraiment bien accompagner mes apprenants en présentiel. Ils ont besoin d'un retour précis, en direct, toujours. Et c'est vrai que ce n'est pas facile de voir les avantages de ce type d'enseignement, mais il y en a. Et il y en a beaucoup. Alors, je vois des contributions sur le chat. Vous pouvez aussi prendre la parole. Vous pouvez ouvrir le micro si vous le souhaitez. Les apprenants peuvent gérer leur temps pour apprendre. Exactement. Organisation du temps pour les apprenants. Donc, le temps, encore une fois, on voit que le temps, c'est un élément très important. Donc, je complète en même temps. Vous avez mis gestion du temps.
moins de déplacements physiques longs et coûteux. Effectivement, Patrick. Et ça, c'est un gros avantage quand on habite une ville comme São Paulo. Avec les activités qui sont laissées à disposition, ils peuvent toujours revoir le contenu, tout à fait. Revoir les contenus, développer l'autonomie des étudiants, tout à fait. Je pense que les étudiants peuvent aussi apprendre à être euh, autodidactiques. Exactement. Apprendre à être autodidacte, donc à devenir autonome de leur apprentissage et aussi apprendre à connaître ces stratégies d'apprentissage pour ensuite parvenir à apprendre seul, en fait. Parce que ça, ce n'est pas une compétence qui est innée, ce n'est pas donné à tout le monde d'être autodidacte, loin de là, d'être en mesure d'être rigoureux avec soi-même, de s'imposer des obligations, d'être rigoureux. C'est vraiment très, très difficile, pas uniquement pour les enfants ou les adolescents. Hein. Les adultes, c'est vraiment un très, très faible pourcentage. Je ne saurais pas vous donner de chiffres, mais en tout cas, il y a vraiment très peu de personnes qui sont en mesure d'être totalement autonomes comme ça d'emblée, sans accompagnement, justement. L'apprenant apprend à apprendre exactement la compétence de métacognition. Ah ben c'est super que ça soit sorti. Permet de mieux saisir que l'apprentissage ne dépend pas que du professeur. L'élève devrait devenir plus actif. Effectivement, on a un apprenant qui est beaucoup plus acteur de son apprentissage. Claudia qui indique la distance dans mon cas où nous avons 11 campus sur la région, cela nous permet de faire apprendre le français dans des villes où il n'y a aucun professeur de français. Exactement. Je suis d'accord, il devient un véritable acteur de son apprentissage. L'étudiant doit apprendre à apprendre. Exactement. L'élève peut faire des activités quand il est disponible ou quand il veut en asynchrone. Ouais. Donc là, il y a plus de liberté, évidemment, dans un cadre. On ne va pas laisser un mois pour faire une activité. Il y a un cadre, mais il n'y a pas disons qu'il peut accéder aux activités à tout moment de la journée, de la nuit, le week-end, dans la limite du délai que l'enseignant aura fixé. Ah, mais c'est super, vous avez vu beaucoup d'avantages finalement, ça me rassure. Est-ce que l'école traditionnelle ne prépare pas à l'auto-formation? Donc, beaucoup d'adultes ne veulent pas être confrontés à la modalité hybride et se sentent perdus. Exactement. Exactement. Et c'est grâce justement à l'accompagnement, au tutorat, que l'on aide à trouver cette autonomie. Tout à fait vrai, oui. Ah, on a une personne qui entre, Émilie. Si vous me permettez, à l'université, on a même fait un projet aux étudiants qui venaient d'entrer à l'université en portugais pour leur faire apprendre à apprendre. Parce qu'ils sont sortis du lycée, de la dernière année du lycée en ligne, ils sont entrés à l'université en ligne. Donc, ils ne connaissaient même pas le bâtiment physique où ils étaient inscrits. On a fait un projet qui s'appelait, moi et un collègue qui est professeur de chimie, on a fait un projet apprendre à l'université. Nous avons appris comment ils devaient regarder, par exemple, le programme de cours, le plan du cours de supérieur, disons, comment ils pouvaient participer à la mobilité, à l'internationalisation, quelles activités étaient disponibles en ligne pendant le temps d'éloignement, disons, comme ça. Donc, on a fait un projet pour faire apprendre à apprendre en ligne. Ouais, c'est super. Et ce projet, il s'est fait comment? Vous avez fait des vidéos, des rencontres? En ligne et en présentiel. Mais on a disponibilisé tout le matériel supplémentaire pour des activités. C'est un peu la classe inversée, mais pas vraiment.
mais on laissait des activités à faire pour la séance suivante. Et on discutait, on posait des questions, on vérifiait les doutes, les questions. Il y avait beaucoup de doutes. D'accord, super. Merci Là, de... c'était pour n'importe quel cours. Donc, on avait des étudiants à une université technologique, beaucoup plus de candidats pour des cours de génie. Il y a aussi l'éducation physique, la chimie, les lettres anglais, etc., la communication, etc. Donc, on a un peu de tout dans 11 villes différentes, très éloignées, même à 10 heures de distance. Donc, là, on est arrivé à avoir des étudiants qui voulaient dire, même en 4e, 5e semestre, je suis encore perdu, merci beaucoup. Ah, c'est super, hein? Parce qu'ils ne savaient pas comment ils devaient étudier, comment ils devaient faire pour y arriver. Comment ils devaient faire en présentiel, c'est ça? Même en présentiel, ils ne savaient pas étudier. Ouais. Ils ne savaient pas, par exemple, faire un résumé de texte. Ils ne savaient pas comment procéder. Ils se connaissaient mal, d'ailleurs. On a fait, par exemple, une séance de soft skills. Ils apprennent à avoir la perception de comment ils apprenaient. Et ça, ce sont des enseignants qui ont conçu ça et ensuite qui faisaient cet accompagnement, ou c'était des personnes différentes? Non, c'était moi et le professeur de chimie. Et on a demandé l'intervention, par exemple, d'une personne qui était du département d'internationalisation pour parler de cela. On a demandé à un étudiant de donner un témoignage, mais c'est moi et un collègue. Et on pense transformer cela peut-être dans un MOOC pour que chaque étudiant qui entre à l'université puisse accéder à cela et au moins avoir une idée d'où il entre. S'il ne connaît même pas le cours auquel il s'est inscrit. Par exemple, en génie civil, qu'est-ce qu'il peut faire? Quelles sont les disciplines optatives, etc. On a fait ça à partir de notre expérience de français, puisque le professeur de chimie, il a aussi suivi un cours de lettres en français. Donc, il parlait français. D'accord. Très bien, merci de ce partage, c'est très intéressant. Et alors là, il y a eu vraiment beaucoup de contributions sur le chat, sur les avantages. Et heureusement, ils sont nombreux, vous les avez vus nombreux, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Vous en avez déjà mentionné beaucoup. Là, je vais remontrer. Vous voyez le petit tableau? Oui, vous voyez les petites bulles? OK. Donc, l'autonomie, vous en avez parlé. Effectivement, l'apprenant, lors d'un cours hybride, donc avec une partie des activités en asynchrone, encore une fois, comme on a précisé, il apprend à s'autogérer, à autogérer son temps, à autogérer aussi son travail qu'il y a à faire avec les délais qui ont été imposés par l'enseignant, bien sûr, mais sans que l'enseignant ne doive sans cesse revenir derrière l'apprenant. Il apprend à gérer son emploi du temps, en gros. Et les évaluations aussi sont, donc elles sont ouvertes, il y a une durée, mais disons que ce n'est pas un jour précis, c'est libre, mais dans la mesure, dans le délai qui a été prévu par l'enseignant. Donc, cette autonomie, elle est développée petit à petit, mais comme on l'a dit, ce n'est pas une compétence qui est innée, qui est acquise dès le départ, c'est quelque chose qui s'apprend. C'est le rôle du tuteur aussi d'accompagner vers cette autonomisation qui est un processus. On a des niveaux d'autonomie qui sont différents aussi selon chaque personne, selon la façon dont on a appris depuis son enfance, selon son éducation aussi, selon le degré d'autonomie que l'on a acquis au cours de sa vie. Et donc, c'est important que le tuteur soit là aussi pour déterminer cette autonomie et aider dans ce processus. Dans l'apprentissage hybride, on a aussi la coopération et la collaboration qui sont très importantes et qui sont développées, mais grâce, encore une fois, aux stratégies et aux outils mis en place par le tuteur.
notamment alors à travers, ça peut être fait par des plateformes collaboratives. Donc, lorsqu'on a des activités qui sont conçues, par exemple, sur Moodle ou sur Google Classroom, ensuite, les outils de communication qui sont mis à disposition, par exemple le forum, le chat, etc., eh bien, elles permettent de communiquer ensemble et elles peuvent permettre aussi au tuteur, qui est en général l'enseignant du cours, je dis le tuteur, mais ça peut être plusieurs personnes. Là, en l'occurrence, ça peut être aussi l'enseignant. Et donc, ce tuteur, cet enseignant, il peut aussi prévoir des activités en binôme, en sous-groupe sur ces outils-là pour créer davantage de collaboration et de coopération. Je vois un message. Ok, Michel, merci beaucoup. À bientôt. La cohésion, elle est aussi favorisée, mais j'ai envie de dire, elle doit encore plus être favorisée puisqu'il y a une partie du cours qui est en asynchrone, donc où l'apprenant travaille individuellement, et c'est d'autant plus important à travers ces activités de coopération et de collaboration qui sont conçues par le tuteur de favoriser un sentiment d'appartenance à un groupe et favoriser les activités qui incitent à la cohésion. À travers cette cohésion, on aura une solidarité aussi qui va s'installer au sein du groupe avec des apprenants un peu plus forts dans telle ou telle compétence qui vont aider des apprenants avec plus de difficultés, etc., etc. Une union donc au sein de ce groupe qui va s'installer encore plus, mais qu'il est important de favoriser encore une fois. Et puisque lorsqu'il s'agit de cours en présentiel ou en présentiel virtuel avec le professeur 100% avec le groupe, c'est un peu plus facile quand même de favoriser cette cohésion puisqu'on est toujours ensemble, toujours en groupe. Et on a aussi une harmonie, donc moins de compétition qui se crée et au contraire plus de collaboration. On a aussi plus d'engagement et de responsabilité de la part de l'apprenant. Ça, c'est quelque chose qu'on a réellement pu observer à travers nos modules hybrides. On a pu observer des apprenants qui étaient plus engagés dans leur apprentissage, qui rendaient les travaux plus à l'heure, qui étaient plus ponctuels aussi, qui étaient plus soucieux et plus rigoureux de leur apprentissage, puisque cet apprentissage, il est aussi moins infantilisant. Et qui dit moins infantilisant, dit aussi plus de responsabilités et moins de triche. On a vu aussi, puisque ça, c'est quelque chose, c'est une difficulté qui est apparue avec les cours en ligne, des plaintes qui sont apparues de la part des enseignants, d'avoir des apprenants qui vont regarder sur Google les réponses, les traductions, etc. Et là, du fait d'un apprentissage moins infantilisant, on a eu moins ce genre de problème. La liberté, la flexibilité, vous en avez parlé, par le fait du choix de l'horaire, du temps pour faire les activités prévues en asynchrone, mais aussi le lieu. Vous en avez parlé à travers votre projet Claudia, mais effectivement, la personne est libre de travailler de chez elle ou d'un autre endroit et elle peut aussi travailler d'un téléphone, d'un ordinateur ou d'un autre support. Donc ça, cette liberté, cette flexibilité, elle n'est pas négligeable et elle est très appréciée. L'action, vous en avez parlé, la pédagogie active, l'élève qui est plus acteur de son apprentissage. La différenciation et l'individualisation, ici, c'est un critère qui est très important. À travers ces activités en asynchrone, l'enseignant-tuteur, il peut traiter davantage de l'hétérogénéité. Il peut plus se concentrer sur les difficultés de tel ou tel apprenant. Et donc, à terme, ça permet d'avoir moins d'abandon. Et le fait d'avoir moins d'abandon, c'est aussi lié à la cohésion, à la collaboration, puisque lorsque l'apprenant se sent partie intégrante du groupe, il a vraiment ce sentiment d'appartenance au groupe, eh bien, il se sent aussi plus à l'aise de parler de ses difficultés avec le groupe et avec l'enseignant-tuteur. Et donc, on peut plus facilement les résoudre et donc avoir moins d'abandon. Et ça permet donc de répondre à des besoins et à des objectifs qui sont parfois différents et que l'on ne peut pas forcément traiter lorsqu'on a le groupe complet à chaque séance. Là, à travers les entretiens, par exemple, que l'on peut effectuer avec les apprenants, à travers des questionnaires, à travers aussi des discussions en asynchrone sur le chat, etc.,
on peut plus facilement traiter de points particuliers avec les apprenants. Alors, un autre avantage, disons, c'est la motivation, pas seulement du fait du support qui est différent, mais du fait de développer cette autonomie, d'aider l'apprenant dans ce processus d'autonomisation. L'apprenant a aussi un sentiment de compétence, c'est-à-dire qu'il commence petit à petit à être acteur de son apprentissage, on l'a dit, et à se sentir compétent dans son apprentissage, à être valorisé réellement. Et les activités d'auto-apprentissage, là, c'est plutôt un conseil. Lorsque l'on crée des activités d'auto-apprentissage, il est conseillé qu'elles soient plutôt ludiques et pas que ce soit des activités relevant de pédagogie traditionnelle avec juste des exercices à compléter, parce que là, on aura un support qui est novateur, c'est en ligne, c'est sur une plateforme collaborative, etc. Mais finalement, les activités, elles resteront traditionnelles, ce qui n'est pas motivant et ce qui ne relève pas de la pédagogie actionnelle et donc de tout ce que l'on a dit par rapport à l'apprenant-acteur, etc., etc. Donc, vraiment, les activités ludiques, ce n'est pas forcément l'enseignant-tuteur qui va les concevoir, mais en tous les cas, l'enseignant-tuteur, il peut faire un retour aux personnes qui ont conçu les activités pour permettre de dynamiser davantage les activités. Donc, la ludification, on en a parlé. La métacognition, vous l'avez abordé. Donc, effectivement, l'apprendre à apprendre, c'est quelque chose, grâce à la pédagogie individualisée, que l'on peut aussi développer avec ces activités asynchrones. On peut, avec des modules, comme vous en avez parlé, Cloud, avec des enquêtes, avec des entretiens, avec des réunions, essayer d'aider l'apprenant à déterminer, à trouver ces stratégies d'apprentissage, à aussi travailler plus sur ses objectifs personnels, sur son profil d'apprenant, etc., etc., pour lui permettre de connaître son profil à lui d'apprentissage. Et ça l'aidera pas seulement pour l'apprentissage du français, mais aussi dans sa vie en général. Et enfin, la compétence technique et numérique. Alors, c'est aussi un prérequis, c'est-à-dire que les modules hybrides, les cours hybrides tels que l'on est en train de discuter, les modules hybrides avec des parties en asynchrone, elles supposent déjà quand même un minimum de maîtrise numérique de la part des apprenants, mais ces compétences, elles sont aussi développées au fur et à mesure de l'apprentissage, et notamment grâce au tuteur qui est là aussi pour prévoir des séances de travail, tout simplement pour découvrir les outils et les comprendre, et pour permettre donc à l'apprentissage de se faire correctement. Est-ce que vous avez des questions, des commentaires? Pour la partie des outils technologiques, par exemple, à l'université, on nous a offert des formations pour apprendre, mais pas tous les professeurs ont accepté de suivre. Donc là, on a eu, disons, un décalage énorme, parce que certains professeurs ont appris à manier les outils et d'autres non. Donc, on a eu un cas d'un étudiant qui était dans un groupe qui m'a dit « Ah, les professeurs ouvrent le livre, il lit les lignes du livre et il explique comme ça. » C'est pour ça que je suis venue chez vous, parce qu'ici, on fait autrement. Il a dit ça devant tous les groupes. Moi, j'étais étonnée, je ne savais pas quoi faire, mais enfin, dans un système où on veut accepter tout ce qu'on fait, puisqu'il y avait par exemple des collègues qui me donnaient même pas coup parce que c'était pas psychologique. Ça coupe un petit peu, Claudia, et essayez peut-être de garder le micro parce que ça coupe. Alors, je dis que au moins, ces professeurs-là, ils faisaient ces cours, parce qu'il y a d'autres qui se disaient incapables au point de vue psychologique d'assurer les cours en ligne. L'université a dû accepter tous ceux qui étaient faits de bonne volonté, disons. Mais on ne sait pas vraiment ce qui va se passer quand on reviendra en présentiel.
Oui, complètement, oui. Joséphine vient de me signaler qu'on doit terminer dans 10 minutes. Et je me rends compte que, comme d'habitude, j'ai prévu beaucoup trop de choses. Alors, on va passer directement aux interventions tutorales, justement, Claudia, puisque vous dites que c'est aussi pour ça que vous êtes là. Donc, j'ai repris un schéma présenté par Jacques Rodet qui présente les interventions tutorales avec donc, lui pour objectif la motivation qui est la source principale pour l'apprentissage. Et donc, selon lui, le tuteur a vraiment toutes ces fonctions-là et ces fonctions sont, selon lui, nécessaires pour permettre un accompagnement efficace et donc un apprentissage efficace. Alors, tout d'abord, il parle d'accueil et d'orientation. Le tuteur, il doit faire émerger les objectifs personnels de l'apprenant à travers des entretiens, à travers des enquêtes, à travers des rencontres individualisées. C'est très important de pouvoir connaître les objectifs individuels de l'apprenant. Il a aussi donc une fonction d'organisation, il accompagne le processus d'autonomie, comme on l'a dit. Les degrés d'autonomie sont différents selon chaque personne, comme on l'a indiqué, et c'est très important que le tuteur soit en mesure de déterminer ce degré d'autonomie. Alors, ce n'est pas mesurable parfaitement, mais en tous les cas, c'est important de pouvoir détecter le degré de dépendance aussi à un tuteur, à un accompagnement, pour que petit à petit, la personne devienne autonome. Alors là, on parle d'autonomie. Il peut y avoir plusieurs éléments derrière ce terme. On peut parler d'autonomie, par exemple, liée au numérique. On le disait, c'est très important au début d'avoir une séance pour expliquer les fonctionnalités, expliquer la plateforme, le fonctionnement de la plateforme, etc. Comment communiquer aussi avec l'enseignant, avec les apprenants, etc. On a aussi l'autonomie dans l'apprentissage, puisqu'on sait que les apprenants ne sont pas toujours au même niveau, même s'ils sont dans le même module, même s'ils ont passé un test de niveau et qu'ils sont au niveau A1.1, ils ont des niveaux qui sont différents selon la compétence. Et donc, cette autonomie linguistique, cette autonomie en langue française aussi, elle s'accompagne petit à petit. Et donc, pour qu'à terme, ils soient en mesure vraiment d'apprendre plus ou moins seuls. Alors, la pédagogie ici, il indique proposer des activités signifiantes. Comme on le disait, ce n'est pas forcément le tuteur qui conçoit les activités, c'est d'ailleurs plutôt d'autres personnes, des ingénieurs pédagogiques, des enseignants. Mais le tuteur est là pour analyser les activités avec les retours que les apprenants vont pouvoir faire et faire un retour aux personnes qui ont conçu pour toujours améliorer ces activités. Il parle aussi de socio-affectif pour la motivation, pour lutter contre l'abandon. Ça, c'est un point qui est souvent pas pris en compte et qui est fondamental quand on est en ligne. On a l'impression d'être seul. La distance crée vraiment des rapports parfois distendus, justement, et c'est important de pouvoir être disponible pour discuter aussi avec les apprenants sur leurs sentiments, hein, pour éviter l'abandon. Ce n'est pas du temps perdu, bien au contraire. On parle d'écoute active. Alors ça, c'est des compétences qui s'acquièrent aussi. On a des personnes qui sont plus propices que d'autres, plus enclines à ça, qui sont déjà, je dirais pas habituées, mais qui ont une certaine compétence à l'écoute. Et c'est important que ce soit quelque chose qui soit développé, cette écoute, cette empathie vis-à-vis des apprenants. Alors la technique, on en a parlé, hein, le tuteur doit déjà lui-même maîtriser la plateforme, les outils pour ensuite pouvoir accompagner chacun des apprenants. La métacognition, on en a parlé aussi.
et ce qu'il appelle l'évaluation, c'est-à-dire les feedbacks, encourager, féliciter régulièrement les apprenants qui travaillent à distance, montrer qu'on est là. C'est très, très important pour la valorisation, mais aussi pour éviter l'abandon. Alors, c'est un gros travail. Là, on voit qu'on n'est plus du tout uniquement sur l'apprentissage, l'enseignement. Il y a beaucoup d'autres choses à prendre en compte dans l'enseignement hybride avec de l'asynchrone. Et pour terminer, je vais juste rapidement vous parler des modules hybrides justement qu'on a conçus à l'Alliance française de Saint-Pau. Alors, ce n'est pas du tout un modèle, loin de là, on est toujours en processus d'amélioration avec l'expérience. Mais donc, voilà comment ça a été conçu. Donc, on a commencé par un module à 1.1, un cours à 1.1 de 45 heures. C'est le même volume qui est proposé en présentiel ou en présentiel virtuel, avec donc 27 heures de cours sur Zoom et 18 heures de cours qui sont conçus donc en autonomie, en auto-apprentissage, guidé, accompagné bien sûr. Tout cela, donc, c'est conçu sur Moodle, sur notre plateforme Moodle. Et on a 4 heures prévues pour les évaluations. Donc, ce sont des modules très intensifs sur 3 semaines où il y a une évaluation à la fin de chaque semaine pour permettre vraiment de voir la progression de l'apprenant, pour que l'apprenant lui-même voit sa progression, mais aussi pour que l'enseignant-tuteur puisse voir la progression, puisse voir les lacunes et ensuite, donc, de façon individualisée, travailler sur les éventuelles lacunes, proposer une réunion, une permanence pour revoir certains points, par exemple, et à la fin, donc, une évaluation finale qui permet de passer au module suivant. Ce module, on l'a conçu parce que donc, on a un module qu'on appelle super intensif sur 3 semaines, que normalement on proposait en présentiel et que du coup on a transféré à l'enseignement sur Zoom, mais qui est très très intensif. C'est de 3h30 à 3h45 par jour qui se suivent. Et donc c'est vraiment très très fatigant comme ça avec un enseignant, avec un groupe, c'est très prenant. Donc, c'est aussi pour ça qu'on a conçu ce module hybride, pour alléger et aussi permettre tous les avantages que l'on a vus auparavant. On a j'aurais dû le mettre dans l'autre sens. On a 3 heures de tutorat qui sont prévues. On a 1 heure tout en début de cours pour vraiment faire l'introduction, expliquer de nouveau ce qu'est le module hybride, expliquer les fonctionnalités, se connaître, créer des activités brise-glace, etc. Commencer cette cohésion de groupe. On a 1 heure la deuxième semaine qui est dédiée donc à discuter des éventuelles difficultés qui ont été rencontrées, des points à revoir, etc. Mais on a ajouté aussi des jeux, des activités ludiques qui ont très, très bien fonctionné, qui ont été très appréciées parce que donc, on pratique le français en s'amusant. Ce n'est pas du tutorat, on ne travaille pas sur un point linguistique, ce n'est pas un cours, mais on est quand même là et ça participe vraiment de la cohésion de groupe. Et ces heures de tutorat, je le précise, elles étaient facultatives et les apprenants étaient toujours présents. Donc ça, c'était vraiment révélateur finalement de ce besoin de se rencontrer de façon plus ou moins informelle, toujours en français, mais d'être ensemble, même si c'était en ligne. Et enfin, donc, la dernière heure de tutorat, elle est de nouveau là pour refaire le point sur les évaluations, revoir des choses donc en fin de parcours. Et on a 6 heures de suivi qui sont à faire par l'enseignant-tuteur. Et ce suivi consiste en quoi? À aller voir les différents échanges sur le forum, sur le chat, les commentaires éventuels faits par les apprenants. Il peut aussi créer des activités d'interaction orale ou écrite, puisque la plateforme le permet, sur le forum, sur le chat, histoire aussi d'animer, de dynamiser les cours lorsqu'ils sont faits en asynchrone, n'est-ce pas, pour montrer aussi qu'on est encore là, qu'on est présent quand même. Et pour parler aussi des résultats d'évaluation, pour faire des feedbacks qui sont très importants.
Donc là, c'est vraiment 6 heures. Et ça peut être aussi des choses plus individualisées, hein, comme on l'a dit auparavant. Oui, il faut conclure. Et voilà. Et donc, pour conclure, on a d'autres modules hybrides, mais là, c'est pour les certifications. Je vais pas le détailler. Pour conclure, j'ai indiqué ici quelques livres, quelques sites aussi qui sont intéressants que vous pouvez consulter, que je vous conseille de consulter. Il y a vraiment des choses très, très bien ici, notamment avec des conseils, des activités, des définitions, des fiches pédagogiques ici sur le site du ministère de l'Éducation nationale, etc., etc. Je vous le mets sur le chat aussi. Je ne sais pas si après, on partage le document, mais en tous les cas, je le mets sur le chat ici pour que vous puissiez faire un copier-coller. Ça a marché? Oui, c'est bon, ça a fonctionné. Voilà, merci beaucoup à toutes et à tous de votre attention et de votre participation, de vos contributions. Voici mon mail si vous souhaitez plus d'informations. Et ici, le site de l'Alliance française. Et je vois qu'il y a une petite erreur. Je remets mon mail sur le chat. Merci beaucoup. C'est nous qui vous remercions, Susanna. Évidemment, on est très preneurs de votre présentation et puis également des références bibliographiques qui nous permettent d'alimenter la plateforme IFProf et plus particulièrement les ressources pédagogiques et également méthodologiques de la plateforme. Je vous remercie beaucoup, Susanna, pour cette présentation, pour cet atelier, à vrai dire, qui était très dynamique, très interactif et complètement complémentaire avec avec les deux autres événements, avec cette partie un petit peu plus pratique qui nous a permis de mieux cerner les enjeux de l'enseignement hybride, parce que c'est parfois un petit peu confus avec toutes ces modalités qui existent et qui existaient déjà, mais qui ont été mis sur le devant de la scène avec le contexte sanitaire. Et également, je relèverai aussi la nécessité ou la transformation de l'enseignement, de l'enseignant, de cette mue qu'il doit et a dû opérer vers du rôle d'enseignant à un rôle de tuteur dans le cadre de l'enseignement hybride. Merci beaucoup, Susanna. Je vais maintenant laisser la parole à l'Alliance française de São Paulo. Excusez-moi, à l'Alliance. Merci, Susanna. De l'Alliance française de São Paulo, je laisse maintenant la parole à l'Alliance française de Rio, ici présente. Je passe la parole à Jean ou à Émilie qui vont nous présenter leur équipement comodal. À vous la parole. Merci Joséphine et merci Susanna pour ta brillante présentation sur le cours hybride. Et bonjour à toutes et à tous, c'est un plaisir d'être parmi vous et je remercie Hélène Ducré et son équipe pour la tribune qui nous est donnée en tant qu'Alliance française. Donc, je suis Émilie Jacamon et accompagnée ici de Jean Bourdin. Nous sommes tous les deux donc, à l'Alliance française de Rio et en charge également de la coordination. Jean Bourdin est le coordinateur national des Alliances françaises au Brésil et directeur général de l'Alliance française de Rio. Et pour ma part, je suis en charge de la pédagogie, tant pour Rio que pour le réseau. Donc, alors ici, ce soir, nous allons vous présenter, ce sera une continuité dans cette transformation numérique qui nous occupe de très près au sein des Alliances françaises et que la pandémie a précipité. Nous allons vous présenter une petite vidéo de notre salle comodale. C'est une salle que nous venons d'installer. Et que nous souhaitons proposer à nos étudiants à partir de 2022. La salle comodale, pourquoi? Eh bien, pour répondre à un désir de flexibilité, de souplesse de la part de nos étudiants. Certains souhaitent pouvoir rester en ligne, d'autres souhaitent revenir en présentiel et on souhaite pouvoir proposer cette solution. On a essayé dans nos choix technologiques de proposer quelque chose qui laisse le plus de liberté possible au professeur, que le professeur soit le plus libre possible dans ses mouvements
et que les étudiants, qu'ils soient en présentiel ou en distanciel, ils aient vraiment un sentiment d'immersion et de cohésion. Susanna avait l'occasion d'en parler lors de sa présentation du cours hybride. La cohésion au sein du groupe, elle est fondamentale pour l'apprentissage. Donc, voilà, je vous présente cette petite vidéo. Alors, je vais partager mon écran avec le son. Voilà. Est-ce que vous voyez? Émilie, je pense que nous n'avons pas le son, si tu veux reprendre la vidéo depuis le début et peut-être ne pas éteindre ton micro. Je vais reprendre. Hop, j'arrête. J'arrête tout de suite. Je remets au début. Hop. Normalement, ça devrait être bon. Voilà pour cette petite vidéo. Donc, c'est voilà, une manière de vous montrer un peu ce sur quoi on travaille, ce qu'on souhaite implanter incessamment sous peu, en ayant vraiment le souci du confort pour tous les publics et pour l'enseignant. La vidéo, la caméra, pardon, qui filme ce qui se passe en salle de classe est dotée d'une intelligence artificielle, ce qui fait qu'elle joue aussi le rôle de réalisatrice. Elle va zoomer lorsqu'elle se rend compte qu'une interaction intéressante a lieu parmi deux apprenants, ou accompagner les mouvements de l'enseignant de sorte que l'étudiant chez lui accompagne ce qui se passe dans la salle de classe. Voilà. Merci beaucoup, Émilie. Moi, je note aussi le besoin ou la nécessité et de l'accent mis sur la flexibilité que vous souhaitez offrir aux étudiants et pouvoir avoir le choix, ce qui me paraît très, très important. Merci beaucoup. Merci, Émilie. Merci, Jean. Merci, Susanna. Et bien entendu, merci aux Alliances. On va conclure cet après-midi d'événements et je vais laisser la parole à Hélène Ducré, attachée de coopération éducative à l'ambassade de France au Brésil. Merci à tous. Bonsoir, je vais être brève parce que je crois qu'on est tous très fatigués après cet après-midi fort intéressante et chargée. Les mots qui reviennent depuis 14 heures mettent en évidence l'enjeu du lien. J'ai entendu à de nombreuses reprises comment être ensemble, se rencontrer, faire du lien, partager, co-construire, interagir, dialoguer, etc. C'est assez intéressant. Il semble que ce soit le dénominateur commun à toutes les interventions depuis le début de l'après-midi. Alors, Covid-19 et après,
il y a un enjeu qui émerge de toutes les interventions, c'est le prérequis des outils numériques pour s'en saisir et ne pas les subir, comme l'expliquait Emmanuel Croze en début d'après-midi. La formation des enseignants, l'auto-formation s'est révélée indispensable. Et puis, cela aboutit à un changement de positionnement entre les élèves et les enseignants, comme le disaient nos collègues, des élèves parfois plus compétents que leurs propres enseignants. Et ce qui m'a semblé le plus relevant, le plus intéressant peut-être, c'est la capacité d'adaptation et d'innovation incroyable qui a émergé de toutes vos interventions, avec d'innombrables modalités d'enseigner, celles présentées par Susanna, mais à travers des témoignages, également celles des réalités des uns et des autres dans les classes. Je retiens également de cet après-midi une évolution, une conscience de l'évolution des pratiques pédagogiques très rapide ces 2 dernières années. C'est que l'unité de temps et de lieu a été mise à mal, cours à distance, présentiel, hybride, synchrone, asynchrone. On sort du théâtre classique. Elena parle de classe inversée, et puis l'ensemble des enseignants et Susanna ensuite insiste sur la pédagogie de l'autonomie, le développement des stratégies d'apprentissage, apprendre à apprendre. Un focus beaucoup plus important, il me semble, est mis sur ce qui relève de ces compétences métacognitives. Et donc, conséquence, l'importance de la création, de la production. Et finalement, l'idée qu'à travers l'enseignement en temps de Covid, finalement, on se focalise sur le plus important, sur le cœur de notre métier, c'est-à-dire des stratégies d'apprentissage, c'est-à-dire le partage de la littérature, du théâtre, de la poésie, chez Josilène, chez Gloria. Il s'agit de vivre, de partager, de guérir à travers l'expérience littéraire. Et puis troisièmement, peut-être un lien plus intime avec les étudiants. Et ce qui est peut-être drôle, il y a un petit clin d'œil, c'est qu'au moment où le monde se refermait sur lui, au moment où tout le monde se confinait, enseigner les langues, enseigner le français représente une ouverture paradoxale aux autres, au monde, la promotion du multilinguisme, un espoir d'ouverture à d'autres cultures et à d'autres espaces. Et comme le disait Josilène, il s'agit de se focaliser sur ce qui représente, en reprenant l'expression de Françoise Héritier, le sel de la vie. Pour terminer, je dirais que je retiens de cet après-midi l'engagement essentiel des enseignants face aux bouleversements liés à la pandémie, le sentiment de faire communauté entre les enseignants, avec les élèves, les étudiants. Enseigner le français devient une arme de combat face à la pandémie, à vous écouter, face à l'isolement, face à la dépression. Ça devient un acte de résistance face à l'adversité. Et il me semble que vous avez construit cet après-midi un continuum de l'enseignement vers la réflexion, vers l'autonomie, vers l'émancipation. Voilà, et je conclurai en paraphrasant une citation de Josilène. Les enseignants, vous êtes aux avant-postes de l'incertitude de notre temps, vous êtes des vigies. Merci, bravo, félicitations et parabens en ce jour international des profs de français. Eh bien, je pense que nous allons pouvoir conclure et avec l'espoir de se retrouver physiquement, tous ensemble, pour fêter en 2022 la Journée internationale des profs de français. Car même si l'hybride synchrone locomodal, c'est fantastique, ça ferait quand même du bien de faire connaissance, de se rencontrer, de boire un verre ensemble, d'échanger, de partager un repas et de discuter de manière informelle et de pouvoir parler de cette expérience un peu au passé aussi. Merci à vous.
Merci Hélène, merci à tous. Bonne fin de journée, bonne soirée et à bientôt. Merci beaucoup. Bonne soirée.